vais maintenant aborder l'histoire. Après avoir posé toutes ces questions, je vais aborder l'histoire d'Auschwitz de façon chronologique, non sans avoir regardé d'abord quelle heure il est. Alors, vous allez voir que les choses vont se remettre progressivement en place en abordant les choses de manière chronologique. D'abord, voici le territoire polonais tel qu'il est occupé et divisé. Bonjour Annette. À partir donc de entre 1939 et 1941. C'est une carte que je tire d'un livre sur l'histoire de la Pologne de Daniel Beauvois. C'est une carte donc, qui est en partie fausse malheureusement, parce que si elle porte sur la période 1939-1941, on ne devrait pas y voir Treblinka, Belzec et Sobibor. Alors je vous montre cette carte néanmoins pour bien vous préciser que Auschwitz se trouve dans les territoires qui sont annexés, qui sont incorporés au Troisième Reich dès 1939, dès octobre 1939. Donc Auschwitz pendant la guerre est en Allemagne. Auschwitz pendant la guerre est en Allemagne. Et Auschwitz fait partie de cette série de camps de concentration, de nouveaux camps de concentration qui sont créés entre 1939 et 1941 par l'Allemagne nazie au fur et à mesure de ces différentes conquêtes. On va créer en Pologne, à l'ouest de la Pologne, dans les territoires annexés à Auschwitz en Haute-Silésie, on va créer également le Stutthof au nord, et puis à l'ouest, en Alsace, annexé de facto au Troisième Reich après la défaite française de mai-juin 1940, on va implanter le camp du Stutthof, mais qui se trouve en Allemagne au moment des faits. Donc un camp sur un territoire allemand. C'est important de le préciser parce que lorsqu'on va aujourd'hui à Cracovie, et on y était encore avec Tal Brutmann il y a 2 jours avec des collègues à vous de l'Académie de Rouen, on a l'occasion de passer devant un certain nombre d'agences de voyage qui proposent en quelque sorte des packages touristiques. On vous propose dans un même mouvement de visiter l'ancien quartier juif de Kazimierz, le site de l'ancien ghetto dans le quartier de Podgórze, la mine de sel de Wieliczka, quant à faire, et le camp d'Auschwitz. Et c'est ce que j'appelle le syndrome Schindler, c'est-à-dire qu'en faisant ce circuit-là, on finalement oublie qu'il y avait une frontière entre Auschwitz et Cracovie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et une frontière que les nazis respectaient scrupuleusement, de sorte que les Juifs de Cracovie, qui étaient à 80 km d'Auschwitz, n'ont pas été déportés à Auschwitz, mais à Belzec, qui était beaucoup plus éloigné. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré le monument et la plaque Cracovie à Belzec. Par contre, des Juifs qui étaient originaires de la région de Białystok, et qui étaient à quelques dizaines de kilomètres de Treblinka, ont été acheminés en train jusqu'à Auschwitz pour y être assassinés. Parce que ces régions-là, après l'attaque contre l'Union soviétique, sont annexées au Troisième Reich. Et donc les nazis respectent cette frontière administrative qu'ils ont mis en place entre des territoires de nature différente, territoires annexés et territoires occupés, administrés, mais qui ne sont pas incorporés au territoire allemand. Donc une ville dans un territoire annexé au Troisième Reich. Pour les nazis, l'annexion d'Auschwitz en 1939, c'est une forme de retour. Dans son histoire, Auschwitz a été constamment disputé entre, disons, pour faire court, l'Allemagne et la Pologne, l'Allemagne, l'Autriche et la Pologne. C'est une ville dont l'origine est très certainement polonaise, mais qui très vite s'est retrouvée sous domination germanique à la fin du Moyen-Âge, avant de rebasculer sous domination polonaise. Et puis au moment du partage du territoire polonais à la fin du XVIIIe siècle, Auschwitz se trouve en territoire autrichien, et Auschwitz demeure une ville frontière de l'Empire austro-hongrois jusqu'en 1918. C'est une ville, on trouve encore des cartes de l'Empire austro-hongrois sur lesquelles on peut voir inscrit Auschwitz. Voilà, le nom Auschwitz n'est pas créé en 1939, c'est le nom allemand de la ville depuis son origine. C'est une ville qui avait en fait 3 noms, au moins 3 noms, puisqu'elle avait un nom en allemand, Auschwitz, un nom en polonais, Auschwitzim, et un nom en yiddish que je ne saurais prononcer, mais qui en gros c'est Auschwitzin ou quelque chose comme ça. Et ce qui me permet de vous dire au passage que
en 1939. Il y a Auschwitz-Oswiecim 14 000 habitants, dont plus de la moitié est juive. Vous avez aujourd'hui un centre, un petit musée juif qui a été installé dans une des anciennes synagogues d'Oswiecim et qui rappelle voilà, ce passé juif à Auschwitz. Voilà, alors dans ce territoire annexé au Troisième Reich, un camp de concentration donc, est créé en 1940. Et j'ai dit tout à l'heure que Auschwitz avait été une ville frontière, et justement l'Empire austro-hongrois, avant-guerre, avait commencé à aménager dans un des quartiers d'Auschwitz une cité de migrants qui avait notamment vocation à s'assurer que les gens qui quittaient l'Empire austro-hongrois pour Berlin et l'Allemagne étaient en règle de tout point de vue, y compris sur le plan militaire. Mais cette cité de migrants, en fait, n'a jamais joué son rôle, puisque la Première Guerre mondiale a éclaté, et que après-guerre, Auschwitz n'était plus du tout une ville frontière, puisqu'elle était désormais intégrée au territoire polonais. Et cette ancienne cité de migrants va être utilisée comme caserne par l'artillerie polonaise dans l'entre-deux-guerres. Elle va être utilisée après la campagne de 1939 comme un lieu de détention pour des prisonniers de guerre polonais par la Wehrmacht. Et puis, à partir donc du début de l'année 1940, la SS recherche de nouveaux lieux de détention pour créer, sinon des camps de concentration, en tout cas des lieux de détention provisoires, des camps de transit, avant d'acheminer les prisonniers vers des camps de concentration à l'intérieur du Reich. Et puis finalement, très probablement autour du 27 avril 1940, Heinrich Himmler, donc le chef de la SS, ordonne qu'on crée un camp à Auschwitz dans ces anciens bâtiments, donc ils vont être aménagés par des juifs d'Oswiecim puis par les premiers prisonniers du camp comme un camp de concentration. Et comme à l'entrée de très nombreux camps de concentration, le premier commandant du camp, Rudolf Höss, décide de placer l'inscription Arbeit macht frei. Le travail rend libre. Rudolf Höss, donc le premier commandant du camp, était jusque-là adjoint du commandant du camp de Sachsenhausen au nord de Berlin. Et la création de nouveaux camps de concentration entraîne une certaine forme d'accélération des carrières au sein de la SS. Et donc d'adjoint, il passe commandant d'un nouveau camp. Et comme c'est un homme peu original, il reprend pour placer à l'entrée du camp d'Auschwitz la devise qui se trouve et qui est toujours visible aujourd'hui à l'entrée du camp de Sachsenhausen. Il est à noter d'ailleurs que lorsque cette inscription a été volée, donc je crois que c'était en décembre 2008 ou décembre 2009, il y a eu une montée au créneau et de voix qui se sont émues à travers le monde donc pour dénoncer la profanation d'un symbole de la solution finale, alors que cette inscription a en fait très peu à voir avec l'assassinat des Juifs par le Troisième Reich. Une journaliste du Nouvel Observateur avait fait un article une fois que les voleurs avaient été retrouvés, et surtout les commanditaires avaient été identifiés, pour dire que c'était sous cette inscription, elle écrivait à l'ondulation faussement guillerette que les déportés rentraient avant de pénétrer dans les chambres à gaz. Or, en écrivant ceci, elle nous explique qu'elle n'est jamais allée à Auschwitz. Parce que si elle avait été à Auschwitz, elle saurait que cette inscription est à 3 km des chambres à gaz de Birkenau. Alors effectivement, quand on rentre sous le portail et qu'on tourne à gauche, on accède au premier crématorium d'Auschwitz, mais qui n'a été utilisé que de façon très temporaire au début de l'année 1942, dans le cadre de la solution finale. Avant que, dès mars-juin 1942, rentrent en fonctionnement donc, les bunkers de Birkenau. Donc c'est un camp de concentration. Donc on a ici donc des photographies aériennes prises par les Alliés en 1944, des blocs, un plan, et surtout, comme je vous le disais, contrairement à Belzec, on a des plans, et on a des plans de la société Etopf en particulier, qui a remporté l'appel d'offres des fours crématoires et qui va équiper le camp en fours crématoires dès l'été 1940, en installant un, puis deux, puis trois four crématoire dans un local semi-enterré, une espèce de bunker donc qui a été utilisé par l'armée polonaise comme dépôt à munitions. Et sur ce plan, on voit très bien cette salle où est inscrit Leichenkehle, Leichenhalle. Alors je prononce sans doute mal en allemand, mais c'est la morgue.
Leichen, ce sont les cadavres. Et cette salle va être utilisée comme lieu d'assassinat par fusillade, mais également par gazage, notamment à partir de l'automne 1941, des prisonniers de guerre soviétiques considérés comme des communistes fanatiques ou des commissaires politiques. Et c'est dans cette morgue, qui va être utilisée temporairement comme chambre à gaz, que vont aussi avoir lieu les premiers gazages de juifs, donc au début de l'année 1942. En mars 1941, alors dans cette première période de fonctionnement, Auschwitz est d'abord un camp pour des prisonniers polonais. Entre juin 1940 et janvier 1942, il y a un peu plus de 22 000 prisonniers qui sont enregistrés à Auschwitz, et ils sont quasi exclusivement polonais. Mais il y a aussi, à partir de septembre 1941, un groupe de prisonniers de guerre qui va être acheminé à Auschwitz. En mars 1941, Himmler va faire une première visite d'inspection à Auschwitz parce que des sociétés industrielles, en particulier le groupe IG Farben, commencent à s'intéresser à Auschwitz. Et il commence à s'intéresser surtout au site dans son ensemble et à la possibilité d'implanter un grand complexe industriel à proximité, dans la ville de Dvoré, un complexe industriel pour produire du caoutchouc et du carburant synthétique. Et Himmler, qui rêve depuis les années 30 de faire de la SS un empire économique, va se saisir de cette opportunité-là, et il va ordonner au commandant du camp d'agrandir le camp pour emporter la capacité à 30 000 prisonniers, pour ensuite louer cette main-d'œuvre esclave au groupe IG Farben pour que la SS puisse en tirer des revenus. Il vient donc à Auschwitz, il ordonne d'agrandir le camp, et il va aussi passer un accord avec la Wehrmacht pour que, dans le cadre de la préparation de l'attaque contre l'Union soviétique, il soit convenu qu'une partie des prisonniers de guerre soviétiques sera acheminée vers le système concentrationnaire, et en particulier à Auschwitz, pour y être mise au travail. Et effectivement, à partir de septembre 1941, donc 10 000 prisonniers de guerre soviétiques sont acheminés à Auschwitz. Ils vont être placés dans les 9 blocs à gauche en entrant dans le camp d'Auschwitz. Les 9 blocs à gauche de l'inscription Armat Mai Frei, qui sont isolés, à l'entrée desquels on porte l'inscription Russisches Kriegsgefangenenlager, c'est-à-dire camp pour prisonniers de guerre russes, même s'ils sont loin d'être tous russes, les prisonniers de guerre soviétiques. Et surtout, c'est-à-dire qu'on enferme les prisonniers de guerre russes dans le même camp que des prisonniers polonais, qui n'avaient pas de sympathie particulière pour les soldats de l'armée rouge, puisque l'armée rouge avait envahi leur pays le 17 septembre 1939. Et que jusqu'en juin 1941, elle était donc l'alliée du Troisième Reich. Et ces prisonniers de guerre soviétiques sont laissés quasiment sans nourriture. Et on les emmène quotidiennement à l'emplacement de l'ancien village de Brzezina, Birkenau en allemand, la prairie au boulot, pour détruire les habitations du village polonais dont les habitants ont été chassés et construire un camp qui au départ leur est destiné. Il faut creuser des canaux de drainage, donc, car le sol est marécageux. Il faut construire de nouveaux blocs. Il faut construire des blocs, il faut aménager l'ensemble du camp. Il faut construire une route pour relier le camp principal à Birkenau. Aujourd'hui encore, lorsqu'on découvre les blocs de Birkenau, on est parfois surpris par les portes qui se trouvent à l'entrée des différents blocs, parce qu'en fait ce sont d'anciennes portes de maisons polonaises qui ont été réutilisées pour servir de portes d'entrée des blocs d'un camp de concentration, alors que ce sont parfois des portes avec un peu d'ébénisterie, un joli travail de menuiserie, et bien parce que en fait c'était les portes de maisons polonaises avant-guerre. Voici ces prisonniers de guerre soviétiques, et voici donc une des photographies de la destruction de ces habitations. Au confluent de la Vistule et de la Soa, la rivière qui coule derrière Auschwitz, est constituée donc au même moment une zone de 40 km² qui est vidée de sa population, et ça correspond à une population de 8 à 9 villages polonais, dont le village de Brzezina. Alors Bjoza en polonais c'est le boulot, et donc le nom allemand Birkenau est vraiment l'équivalent allemand de Brzezina en polonais, Birkenau, donc la prairie au boulot. Et donc ça, je laisserai cette partie-là pour Tal Brutman, mais il y a
un effet ciseau, je ne sais pas trop comment dire, un croisement entre deux politiques qui concernent Birkenau entre l'automne 1941 et le début de l'année 1942. À la fin de l'année 1941, alors que ce qui est désigné comme un camp pour prisonniers de guerre soviétiques à Birkenau est en construction, la guerre à l'Est ne se déroule pas comme prévu. Et au début de décembre 1941, l'armée rouge va lancer sa première contre-offensive pour défendre Moscou. Donc ce que les nazis envisageaient comme une guerre éclair, une guerre rapide, va en fait devenir une campagne longue, prolongée, meurtrière. Et les nazis vont décider d'utiliser les prisonniers de guerre soviétiques à l'intérieur du Reich pour les mettre au travail et de ne plus les laisser massivement mourir de faim dans des camps de prisonniers construits à la hâte. Rappelons qu'il y a 3 millions de prisonniers de guerre soviétiques qui sont morts dans des camps de prisonniers de guerre après l'attaque, après le déclenchement de l'opération Barbarossa. Donc, il est décidé qu'on n'enverra plus de combats de prisonniers de guerre soviétiques supplémentaires à Auschwitz, mais qu'on utilisera cette main-d'œuvre à l'intérieur de l'ancien Reich. Donc Birkenau se retrouve un camp sans destination, mais c'est aussi à l'automne 1941 que est décidé l'assassinat de tous les juifs dont le Troisième Reich pourra se saisir. Et les premiers convois de... Alors juste je vous dis ça, je laisserai le reste pour Tal Brutmann. On est en possession d'un ordre d'Himmler du 25 janvier 1942, annonçant à l'inspection générale des camps de concentration qu'il n'y aura plus de nouveaux transferts de prisonniers de guerre soviétiques des camps de prisonniers vers Auschwitz, enfin vers le système concentrationnaire, c'est pas précisé Auschwitz, mais qu'ils doivent en revanche se préparer à l'arrivée de 100 000 hommes juifs et de 50 000 juifs. Voilà. Et donc à partir du printemps 1942, Auschwitz va devenir l'un des principaux lieux de mise en œuvre de la solution finale, et elle restera jusque novembre 1944 pour l'arrêt des gazages et janvier 1945 pour l'évacuation du camp. Alors, ça je passe tout ça parce que c'est tel qu'il fera. Voilà. Mais parallèlement, on continue à aménager le camp. On va en particulier donc en 1943 construire ces fameuses chambres à gaz crématoires, mais ça n'est pas le seul chantier en cours à Auschwitz. En fait, il faut comprendre qu'Auschwitz est un chantier permanent. Auschwitz est un lieu en constante transformation depuis le moment où les nazis ont décidé d'aménager ce lieu en camp jusqu'à l'arrivée des soldats soviétiques. C'est un lieu en constante transformation et en particulier en 1943, les SS vont décider d'agrandir Birkenau. Alors, il y avait sans doute une photo aérienne quelque part par là. Voilà. En 1942, lorsque Birkenau est officiellement ouvert, seule cette tranche-là est achevée. Cette partie-là correspond au secteur des bâtiments en briques. Donc seule cette partie-là est achevée en mars 1942, lorsque les 900 prisonniers de guerre soviétiques qui sont encore en vie sont transférés d'Auschwitz à Birkenau. Faut pas dire Birkenau, sinon ça se déclenche. Donc notez au passage donc, la mortalité qui frappe les prisonniers de guerre soviétiques, 10 000 qui arrivent en septembre 1941 et 945, nous dit le musée d'Auschwitz, encore en vie en mars 1942, lorsque le camp, la première tranche du camp est achevée. Et au passage, en 1942, Birkenau c'est ça, et les premières chambres à gaz sont là et là. Donc les déportés juifs, l'immense majorité des déportés juifs qui sont envoyés directement vers les chambres à gaz ne traversent même pas physiquement le camp de concentration avant d'être assassinés. Et 1943 donc est entamée la construction de ce secteur-là, et également la construction des fameuses chambres à gaz crématoires. Alors, ce secteur-là correspond à la photo que je vous montrais tout à l'heure. Voilà. Des prisonniers qui travaillent. Sur les photos prises par les SS, il n'y a jamais de mort, il y a toujours des prisonniers qui travaillent. Évidemment, ils ne sont pas là pour s'amuser. Hein. On voit des gens avec des pelles et des pioches en tenue de bagnard, devant des baraques en bois, derrière des barbelés, mais ils sont vivants.
Il y a plusieurs séries de photographies faites par les SS à Auschwitz, des photographies qui sont destinées à documenter l'agrandissement du camp, produit par la Bauleitung SS, le département des constructions, dont cette image fait partie. Et puis vous avez une série de photographies, appelées l'album d'Auschwitz, prises par les SS à l'arrivée d'un convoi sur la rampe de Birkenau à la fin du mois de mai 1944. Ce sont les deux principales séries de photos prises par les SS sur le site d'Auschwitz. Donc sur ces photographies, donc, on voit des prisonniers qui travaillent. Ils construisent ce nouveau secteur constitué d'alignements de baraquements en bois qui sont construits sur le modèle d'écuries de campagne destinés à normalement à 52 chevaux, ce qui fait que dans ces blocs encore, à peu près à 1 mètre du sol, on voit des anneaux qui, selon le schéma de départ de ces blocs un peu en préfabriqués, étaient destinés à accrocher des chevaux. Et donc, dans ce nouveau secteur-là est divisé en une série de 6 camps en fait, séparés, camp de quarantaine pour hommes, camp où pendant un temps on va enfermer des familles juives en provenance du camp ghetto de Theresienstadt, un camp qui va servir de dépôt, et puis en 1944 de camp de transfert pour des déportés juifs de Hongrie. Ce secteur-là est aménagé en camp des hommes. À partir du moment où ce secteur-là est aménagé en camp des hommes, toute cette partie-là, secteur B1, devient le camp pour femmes de Birkenau. Et puis ce secteur-là, et c'est là que je voulais en venir, devient en 1943 un camp pour tziganes. Donc j'en viens à cette nouvelle fonction donc, du camp de Birkenau en 1943, camp pour tziganes, dans le cadre d'une politique bien particulière. Le 16 décembre 1942, Himmler ordonne que les tziganes du Reich soient tous déportés à Auschwitz, à l'exception de ceux qui seront considérés, selon des expertises anthropologico-raciales menées par le docteur Ritter et son assistante Eva Justine, comme non pas des tziganes purs, hein, mais sont destinés à être déportés vers Auschwitz, ceux qui ne sont pas considérés comme des tziganes purs, c'est-à-dire au contraire des éléments dégénérés qui se sont mêlés au fil des générations aux éléments les plus dégradés socialement de la race allemande. Voilà. Donc on décide, dans le schéma idéologique racial d'Himmler, de préserver ceux qui vont être considérés comme des tziganes purs, entre guillemets bien entendu, et on déporte ceux qui sont considérés comme des éléments mélangés au rebut racial allemand, en fait, en quelque sorte. Et la grande singularité du sort des tziganes à Birkenau par rapport aux juifs, c'est qu'ils rentrent tous dans le camp, ils ne sont pas soumis au travail forcé, ils sont laissés en famille. Et donc ils sont envoyés là pour être détenus. Ils ne subissent pas de sélection avec des gazages massifs à l'arrivée des convois. De fait, les conditions de détention sont tellement effroyables qu'ils vont mourir en masse à l'intérieur du camp. Et vont se déclencher à l'intérieur du camp des épidémies de maladies rares, en particulier le noma, qui est une gangrène du visage. C'est également dans ce camp que le docteur Mengele, qui arrive en mai 1943, si ma mémoire est bonne, à Birkenau, installe l'un de ces lieux d'expérimentation pseudo-médicale, en particulier sur des jumeaux. Il y a donc environ 15 000 tziganes provenant du Reich, c'est-à-dire le Reich dans ses extensions successives, qui vont être déportés donc là à partir de février-mars 1943. Donc 21 000 tziganes qui vont être voilà, et à peu près 15 000 vont mourir à l'intérieur du camp du fait des conditions de détention. Donc, 21 000 tziganes déportés, donc 15 000 vont mourir à l'intérieur du camp. Quelques milliers vont être transférés ailleurs pour travailler. Et les autres, ceux qui restent, en août 1944, vont être assassinés dans les chambres à gaz 4 et 5 de Birkenau. Alors aujourd'hui, à l'échelle internationale, la date qui est retenue pour ce qu'on appelle aujourd'hui le génocide des Roms et des Sinti est le 3 août.
parce que le 3 août, c'est la date à laquelle des tziganes ont été assassinés dans les chambres à gaz à Birkenau. Et bon, là je vais dire les choses de façon un petit peu brutale, mais moi je trouve un petit peu étrange qu'on ait pris cette date-là comme date symbole, alors que sur les 21 000 tziganes qui ont été en détention dans ce camp de Birkenau, seuls 3 000 sont morts dans les chambres à gaz le 3 août 1944. Et que 5 fois plus sont morts à l'intérieur du camp. Et il y a là une sorte de focalisation sur la technique, en quelque sorte. Alors bon, pour dire les choses très directement, puisqu'on a gazé des tziganes à Birkenau, ça prouve bien que c'est un génocide parce qu'ils ont subi le même sort que les juifs. Comme si on avait besoin de ça pour prouver, pour montrer que la politique d'assassinat des tziganes par le Troisième Reich peut être considérée comme un génocide. Par contre, ce qui est intéressant du point de vue historique, c'est que à la fois dans les témoignages des SS et le témoignage des rescapés Sonderkommando, il y a eu visiblement le gazage de tziganes à Birkenau n'était pas quelque chose d'allant de soi pour ceux mêmes qui l'ont perpétré. Le commandant du camp lui-même, Rudolf Höss, témoigne d'un certain trouble, et surtout Philippe Müller, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est interrogé par Claude Lanzmann dans Shoah et qui va ensuite publier 3 ans dans une chambre à gaz d'Auschwitz, raconte donc dans cet ouvrage que les Allemands, selon lui, étaient visiblement très gênés, alors qu'ils tuaient quotidiennement des Juifs, ils étaient visiblement très gênés d'assassiner des gens qui rentraient dans les chambres à gaz en leur disant « Vous ne pouvez pas nous tuer, nous sommes des Allemands du Reich », dont certains avaient servi dans la Wehrmacht et qui faisaient le signe de croix avant de rentrer dans la chambre à gaz. À tel point que Rudolf Höss lui-même dit qu'à un moment donné, il a été obligé d'accélérer les choses pour ne pas perdre le contrôle de la situation. Pourquoi a-t-on décidé d'assassiner les derniers tziganes de Birkenau brutalement dans les chambres à gaz dans la nuit du 2 ou 3 août 1944 ? Très probablement parce que les SS avaient tout simplement besoin de place. Alors c'est horrible à dire, mais l'été 1944, c'est la période où il y a le plus de prisonniers à l'intérieur de l'ensemble du complexe d'Auschwitz, en particulier à Birkenau. Vous avez 130 000 prisonniers à l'été 1944 dans l'ensemble du complexe d'Auschwitz, et qui est donc totalement surpeuplé, et 3 000 personnes qui sont encore dans des baraques à peu près vides de ce secteur-ci. Eh bien, alors qu'en août 1944, doivent être acheminés vers Auschwitz les habitants des derniers ghettos de Pologne, en particulier le ghetto de Łódź, qui est donc Lodz, si vous voulez, le dernier grand ghetto encore existant à l'été 1944. Et donc les SS s'apprêtent à liquider ce ghetto-là. Ils vont envoyer donc les derniers occupants de ces ghettos vers Auschwitz. Ils ont besoin de place, et ils vont très cyniquement de liquider les derniers tziganes pour faire de la place pour les déportés des derniers ghettos. Effectivement, nous avons connu au mémorial des rescapés du ghetto de Łódź, donc déportés de Łódź à Auschwitz à la fin du mois d'août 1944 et qui effectivement ont été placés dans ces baraques. Je pense à un monsieur qui est décédé il y a 1 ou 2 ans qui s'appelait Joe Weissblatt, qui est passé dans ces baraques. Et nous avons également des amis qui ont été déportés de France, et les gens qui ont été déportés dans le dernier convoi parti de Drancy le 31 juillet 1944. Je pense à une dame qui s'appelle Yvette Lévy en particulier. Elle n'a pas été, contrairement à la plupart des femmes déportées de France, placée dans ce secteur-ci, mais elle s'est retrouvée dans l'ancien camp des tziganes de Birkenau, puisqu'elle est arrivée exactement le 3 août 1944, alors que la nuit précédente, on avait liquidé les derniers tziganes de Birkenau. Donc il s'agissait de faire de la place. Alors d'ailleurs dans cette partie du camp, il y a aujourd'hui un petit monument, un mur en briques avec un obélisque noir devant, et donc il y a des cérémonies qui se déroulent très régulièrement, et en particulier autour de la date symbolique du 3 août.
Et donc, si je continue sur la construction du camp, il y avait également un projet d'agrandir Birkenau et de construire à cet emplacement-là un camp de la même superficie que ce secteur-là, qui dans l'Alagage Prareux, la langue du camp a été appelée le Mexique, et dont en fait les travaux ont été abandonnés au début de l'année 1944. Alors, à l'été 1944, et j'ai bientôt fini, à l'été 1944, le camp d'Auschwitz atteint son développement maximum. C'est un immense camp de concentration, composé de 3 camps principaux et de plusieurs dizaines de camps annexes. 3 camps principaux, donc Auschwitz I, appelé le camp Souche, le Stammlager, Auschwitz II Birkenau, qui est donc un immense camp de concentration, au fond duquel se trouvent des installations de mise à mort, et Auschwitz III Monowitz, le camp dont nous parle Primo Levi dans Si c'est un homme, mais où également de très nombreux hommes déportés de France depuis Drancy sont passés. Camp de Monowitz installé près de l'usine IG Farben. Donc 3 camps principaux. Et puis à plusieurs dizaines de kilomètres, parfois, toute une série de camps annexes, Dawson-Lager, camps extérieurs, qui dépendaient administrativement d'Auschwitz. Si je prends par exemple le parcours d'un monsieur qui s'appelle Charles Zelty, qui a été déporté de France en mars 1944 dans le convoi numéro 70, eh bien il est sélectionné pour le travail à l'arrivée du convoi sur la Judenrampe. Il est envoyé à Auschwitz I pour subir les procédures d'enregistrement. Il passe brièvement par Auschwitz III Monowitz et puis il atterrit dans un sous-camp, Laura Hütte, où il était chargé de fabriquer des pièces pour l'artillerie. Donc toute une série d'usines qui sont installées autour d'Auschwitz et qui sont intégrées en fait à l'économie de guerre allemande et dont une partie appartient en ligne propre à la SS. Entre Auschwitz et Birkenau se trouve une usine de grenades, une usine de munitions appelée Union-Werke, dont on voit encore aujourd'hui le toit caractéristique, le toit d'usine, un toit en verre, à proximité du musée d'Auschwitz. Voici donc un schéma qui montre donc le développement d'Auschwitz à l'été 1944, avec donc l'ensemble de ses camps principaux et surtout toute cette zone-là, au confluent de la Vistule et de la Shoah, qui a été entièrement vidée de sa population et que les nazis appellent Interessengebiet, enfin la zone des intérêts économiques de la SS d'Auschwitz. À l'été 1944, l'armée rouge va enfoncer le front en Biélorussie, va enfoncer donc le groupe d'armées centre et va pénétrer très largement en Biélorussie et à l'est de la Pologne et va s'arrêter sur la Vistule, donc sur la rive orientale de la Vistule, à Varsovie. Et elle se trouve à ce moment-là, à l'été 1944, à 200 km d'Auschwitz. Lublin et donc le camp de Majdanek sont libérés le 22-23 juillet 1944. Et l'armée rouge va reprendre son offensive en janvier 1945. Entre les deux, alors qu'encore une fois Auschwitz avait atteint son développement maximum à l'été 1944, entre les deux, donc à l'automne 1944, les SS ont commencé progressivement à évacuer Auschwitz, à démanteler une partie du camp, à se défaire d'un certain nombre d'archives, et donc à transférer des prisonniers vers d'autres camps. C'est une rupture par rapport à des décisions qui avaient été prises préalablement, puisqu'en octobre 1942 en particulier, Himmler avait ordonné que s'il y avait des prisonniers juifs dans les camps de concentration, ils devaient être transférés à Auschwitz. C'est ainsi que lorsqu'on visite aujourd'hui le camp de Sachsenhausen, on nous explique qu'effectivement, à l'automne 1942, on a regroupé les prisonniers juifs de Sachsenhausen pour les transférer à Auschwitz.
Et donc il y a toute une période où il n'y a quasiment plus aucun juif dans le système concentrationnaire, jusqu'à l'automne 1944, au moment où on commence, à cause de la progression de l'armée rouge, à transférer des prisonniers d'Auschwitz vers d'autres camps. Et en janvier 1945, le 17 janvier 1945, lorsque l'armée rouge reprend son offensive et attaque Cracovie, il est décidé donc d'évacuer à pied les derniers, les prisonniers d'Auschwitz, qui sont encore à ce moment-là environ 65 000, dont plusieurs milliers vont être abandonnés sur place parce qu'ils ne sont pas en état de marcher, dont Primo Levi. Les autres sont jetés sur les routes pour rejoindre à pied des gares où ils seront transférés, parfois dans des wagons découverts, vers d'autres camps de concentration. Lorsque l'armée rouge arrive donc le 27 janvier 1945 comme lieu de journée, Auschwitz est un camp vide, à l'exception donc des quelques milliers de prisonniers qui ont été abandonnés sur place par la SS, mais entre le départ de la SS et l'arrivée des soviétiques, une partie d'entre eux est déjà mort. Si on prend la première page de la trêve de Primo Levi, donc qui est le livre qui suit Si c'est un homme, il raconte que 800 prisonniers malades avaient été abandonnés comme lui à l'hôpital du camp de Monowitz et que 500 sont morts, d'après lui 500, avant que l'armée rouge n'arrive. Donc il est très étrange, enfin le terme libération n'est pas, de fait, n'est pas adapté, d'abord parce qu'Auschwitz n'était pas un objectif militaire. Quand on prend aujourd'hui les mémoires du général Petrenko, Auschwitz avant et après, il raconte qu'il avait reçu les ordres de conquérir donc le bassin industriel et minier de la Haute-Silésie, qu'il fallait avancer le plus rapidement vers l'ouest, mais il n'a jamais reçu l'ordre de libérer le camp en tant que tel. Alors parfois les historiens du musée d'Auschwitz, dans la période communiste, comptaient les morts soviétiques pour la libération de la ville d'Auschwitz comme des morts pour la libération du camp. Voilà. Alors il y a eu, donc d'après les chiffres qui sont donnés, sans doute aux alentours de 200 soldats soviétiques qui sont morts pour la libération de la ville d'Auschwitz, mais ils ne sont pas morts pour la libération du camp. Au contraire, Primo Levi montre très bien l'effarement des premiers soldats soviétiques qui s'approchent des barbelés et qui les découvrent à l'intérieur. Voilà, alors donc, les fameuses marches de la mort, et à l'issue de ces marches de la mort, de ces évacuations, alors on ne connaît pas le bilan humain des marches de la mort, mais les rescapés de ces marches de la mort, ces transferts à pied, vont se retrouver, vont échouer dans toute une série de camps de concentration à l'intérieur du territoire allemand, où une partie d'entre eux, qui survivent, va être libérée par les armées alliées en avril et mai 1945. Et lorsque ces armées arrivent, elles ne font pas évidemment la distinction entre les différentes catégories de prisonniers auxquels elles ont affaire. Il y a une espèce d'urgence sanitaire. D'abord, ils sont effarés par ce qu'ils découvrent. Ensuite, il y a une espèce d'urgence sanitaire auxquelles ils ne sont pas préparés à faire face. Et les choses se déroulent parfois très mal. Annette Dvorka décrit dans Déportation et génocide les conditions dans lesquelles vont continuer à être détenus à Bergen-Belsen les gens qui ont pourtant été libérés, et que jusqu'au début du mois de juin 1945, on continue à mourir à Bergen-Belsen. Donc on meurt libre, mais on continue à mourir. Et les transferts vont être organisés de façon très, très, très aléatoire. Mais de fait, les conditions dans lesquelles les camps de concentration vont être libérés à l'automne 1945 vont fixer toute une série de représentations dans lesquelles nous sommes toujours, nous inscrivons toujours aujourd'hui. J'ai démarré tout à l'heure mon intervention en parlant des journalistes, notamment qui, autour des commémorations du 27 janvier 1945, nous interrogeaient constamment sur les camps de concentration, les camps de concentration. Or, s'il y a une espèce comme ça d'imbrication et de confusion entre système concentrationnaire et Shoah, alors que l'essentiel, la quasi-totalité des victimes de la Shoah est morte en dehors des camps de concentration, c'est à cause de ces représentations, ces images, symboles, icônes qui se sont fixées à l'arrivée des troupes et qui ont été fixées sur la pellicule à l'arrivée des troupes alliées dans les camps de concentration.
avec mes étudiants à Bordeaux, où donc je ne suis pas professeur mais chargé de cours, donc j'ai un cours de 12 heures sur l'histoire des génocides du XXe siècle, et pour essayer d'aller à l'encontre de cette représentation, cette association entre Shoah et système concentrationnaire, je montre à mes élèves ce qui passe pour des images icônes, donc les images des fosses de Bergen-Belsen en avril 1945, ces fameuses images que nous avons tous vues dans Nuit et brouillard en particulier. Et je leur explique que ces photos-là ne sont pas a priori les images d'un génocide, même si à Bergen-Belsen en 1945, effectivement, sont mortes de très nombreuses victimes de la solution finale, la mère de Simone Veil, Hélène Baird, Anne Frank, voilà. Mais elles ont été transférées à Bergen-Belsen après avoir été déportées dans un premier temps à Auschwitz. Elles ne sont arrivées à Bergen-Belsen que parce que l'armée rouge était en train de remporter la guerre à l'Est. Et dans ces fosses où les bulldozers britanniques poussent les corps pour éviter que ne s'aggrave encore plus l'épidémie de typhus qui fait quotidiennement des dizaines voire des centaines de morts, eh bien il y a toutes les victimes du camp de concentration au moment de son effondrement. Et ces images sont prises après la libération du camp. En revanche, je montre donc ces images ne sont pas ces images symboles que même Dieudonné va utiliser sur son site internet pour stigmatiser, enfin pour les tourner pour faire une espèce d'ironie macabre autour de ces images. Ces images symboles ne sont pas les images d'un génocide. En revanche, on peut utiliser des images du ghetto de Varsovie, des ruines du ghetto de Varsovie en 1945-48. Ce sont des images sur lesquelles il n'y a personne. Et ce sont des images sur lesquelles il n'y a personne, il n'y a que des tas de briques. Et ces images sont pour moi exactement les images d'un génocide, précisément parce qu'il n'y a plus personne. Le problème de la solution finale n'est pas le kilomètre de fil barbelé qu'il fallait pour entourer Auschwitz, ça n'est pas le voltage de la clôture, c'est le fait que ce lieu a servi dans un plan d'ensemble qui était la destruction complète d'une population par le Troisième Reich. Et ces photographies des ruines du ghetto de Varsovie en 1945, elles peuvent être, mises en relation avec un film qui avait été tourné à Varsovie juste avant la Seconde Guerre mondiale, 1939, une série de films sur la vie juive en Pologne en 1939, dont un film sur Varsovie, où l'on voit un quartier avec une grande activité, des petits commerçants, etc., des rues passantes, des tramways, etc., etc. Et puis en 1945, il n'y a plus personne. Et bien cette population qu'on voit sur le film 1939, elle a été assassinée entre les deux. Voilà. Enseigner l'histoire des génocides, ça n'est pas forcément décrire de façon précise l'organisation des différents secteurs d'Auschwitz pour montrer qu'est-ce qui a servi à tel moment de telle fonction. C'est surtout essayer de faire comprendre ce qu'a été la destruction complète d'une population. Et dernière remarque, en 2000, j'ai été envoyé par mes professeurs de l'IEP de Bordeaux donner des cours à Katowice, où un programme universitaire avait été monté. Bon. Et évidemment, l'une des premières choses que j'ai faites, ça a été de prendre un petit train reliant Katowice à Auschwitz pour découvrir les vestiges de l'ancien camp. Et donc j'ai commencé, comme la plupart des visiteurs, par les vestiges du camp d'Auschwitz, découvrant un musée qui était encore plus daté que ce qu'on découvre aujourd'hui, et où il y avait encore des explications dans les langues des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait encore beaucoup d'endroits, des textes en français avec beaucoup de fautes d'orthographe. Et voilà, donc une espèce de récit héroïque sur la résistance au nazisme, etc. Et à l'époque, on trouvait encore d'ailleurs à Auschwitz l'ancienne exposition française qui avait été mise en place à l'époque où Maurice Papon était ministre du Budget. Et voilà. Et donc voilà ce qu'on pouvait voir à l'époque. Et donc j'ai vu un camp, je m'attendais à voir un camp, j'ai vu un camp. Mais c'est pas à ce moment-là que j'ai compris ce qui s'était passé. J'ai compris ce qu'avait été la destruction des Juifs de Pologne lorsque partout où je suis allé, je me suis heurté en permanence à la présence passée des Juifs. À Katowice, devant la gare, en allant acheter le journal, on tombe par hasard sur une stèle au milieu d'un terre-plein sur laquelle il est écrit, ici se trouvait jusqu'en octobre 1939 la grande synagogue de Katowice. Ah bon, tiens.
Et puis ou alors on va aller un peu plus au nord-est de Cracovie, et puis on va découvrir un village où il y a les ruines d'une immense synagogue, et ces ruines se trouvent à l'angle de la place principale du village. Et donc quand on connaît un petit peu la Pologne, on s'est dit tiens c'est bizarre, où est l'église? Et on s'aperçoit que l'église elle est 2 rues derrière. Ben, ça veut dire que là physiquement le génocide on l'a sous les yeux, parce que physiquement ça veut dire que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la religion majoritaire était le judaïsme, puisque la synagogue était dans l'angle de la place principale et l'église à l'écart, et pourtant la synagogue est en ruine et toute cette population a disparu. Voilà ce qu'est fondamentalement un génocide. Et je vais m'arrêter ici. Merci.